tous donc avec une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, et encore plus longtemps en ce qui concerne le Puro. En fait, cette série de vidéos sur les années 90 dans les deux grosses compagnies, All Japan et New Japan, c'est une série que j'ai démarrée il y a très longtemps. Et dans tout ce temps où j'ai pas fait de vidéo là-dessus, c'est ce qui m'a été le plus demandé. Donc je me suis dit, pour un retour, ça pourrait être cool. Maintenant, sachez que si vous voulez pas vous intéresser spécifiquement à 94, mais avoir plus des vues globales sur les années 90, je vais beaucoup parler en fait globalement des années 90 à chaque fois, en évoquant ce qui s'est passé spécifiquement en 94. Je vais commencer par All Japan, puis ensuite New Japan, mais avant de commencer, petite annonce, tous les matchs dont je vais parler dans cette vidéo, je les ai. Si vous n'arrivez pas à vous les procurer, vous pouvez me les demander en utilisant le Discord que j'ai mis en dessous. En dessous, vous trouverez aussi mon blog, le lien vers mon blog, en fait, où je regroupe toutes les listes de mes matchs préférés, des meilleurs matchs de chaque année. Et j'ai prévu aussi une playlist New Japan Pro Wrestling, où, si vous voulez pas vous faire les saisons intégrales, moi j'ai les saisons intégrales pour 94. C'est une playlist là pour 94, je crois que j'ai regroupé 71 matchs. Si vous regardez tout ça, vous aurez quand même une bonne vue globale de l'année, parce qu'il n'y a pas non plus forcément 100-150 matchs à voir. 71 c'est bien. Il y aura tous les matchs importants, tous les meilleurs matchs évidemment, et puis quelques curiosités, quelques matchs qui permettent de voir aussi le reste du roster, mais qui seront des bons matchs dans le genre, etc. Et qui vont aussi illustrer tout ce que je raconte dans cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez des matchs, vous pouvez me demander. La seule condition, si je vous donne un match par discussion sur Discord, c'est que je vous demande d'avoir un retour, de me faire un retour en fait. c'est ma petite récompense à moi, c'est d'avoir un petit retour dessus. Je trouve ça toujours intéressant, quelle que soit votre opinion. Vous pourrez être totalement pas d'accord avec moi, au final c'est presque plus intéressant parfois. Mais voilà. Voilà, donc ça c'est dit. Je commence par la All Japan Pro Wrestling. Donc All Japan Pro Wrestling, pour beaucoup de gens en fait, la All Japan dans les années 90, c'est une espèce de panacée. C'est le truc ultime, c'est pour les fans de catch, c'est souvent la compagnie où il n'y a pas trop de discussion, tout le monde est d'accord que c'est hyper bien, plein de 5 stars, voilà, grosse référence. Là on est plutôt sur la fin de cette époque, parce que pour moi c'est plus ou moins de 86 jusqu'à 96, ça fait 10 ans, c'est plus facile à retenir, mais c'est pas exactement aussi simple que ça. Ça démarre quand Jumbo et Tenryu s'affrontent, et ça finit quand, on va dire, le délire autour de Misawa, Kawada, Taue, Kobashi commence un peu à stagner, et on a vite pas mal d'autres lutteurs, Akiyama monte, mais je sais pas, il y a un truc un peu plus de surenchère à la fin des années 90 qui fait qu'il décroche un peu, et en plus dans le produit il y a plus de monde dans le roster, ce qui est une bonne chose, mais on dirait que ça noie un petit peu le produit, quelque part de base, je sais pas. Alors quel est le produit de base en fait, justement, je vais partir de là, qui fait que c'est génial. Parce que beaucoup de gens disent que c'est génial, mais peu de gens expliquent pourquoi en fait. Et je me dis, pour les gens qui n'ont peut-être pas adhéré, qui n'ont pas été voir, ou qui ont été voir, je suppose que si vous regardez une vidéo dessus, c'est quand même que vous avez été voir, mais qui ont peut-être été voir comme ça, par-ci, par-là, et en fait on se rend jamais compte, j'espère que mon chat ne fait pas du bruit que sa queue sur le micro, on se rend pas forcément compte, si on fait comme ça, d'aller voir un match par-ci, par-là, du produit en fait. On peut trouver ça bien, parce que fondamentalement c'est bien, et on n'est pas complètement débile, et on arrive à comprendre et à apprécier. Mais quand comme je l'ai fait, en fait, on regarde une saison complète, on peut bien comprendre le produit et plus facilement aussi expliquer pourquoi c'est bien, et probablement, certainement même, c'est pour ça que je fais comme ça, encore plus apprécier le truc, parce qu'on est totalement dedans, on a tous les codes, tous les éléments, tous les trucs qui peuvent être utiles. Attendez, je vais reculer le micro, parce que ce chat n'est pas très malin. Et donc voilà, donc les codes en question. En fait, le gros point fort de la All Japan dans les années 90, et à cette époque-là, 94, ça sera très valable, c'est que ils mettent énormément l'emphase de leur match sur la dynamique entre les personnages, que ce soit au niveau de leur personnalité et de leurs relations qui évoluent au fil des années, mais aussi de la hiérarchie que les résultats des matchs et le déroulement des matchs posent en filigrane derrière. Si vous voulez, la hiérarchie, là, par exemple, au début 94, je pense que c'est important de la connaître pour pouvoir appréhender les matchs de l'année. Au début de l'année, vous avez Misawa qui est clairement numéro 1. Il est champion depuis 1 an et demi, il est champion depuis août 92, il a battu Stan Hansen avec un gros elbow. Donc l'elbow, je vais en reparler un petit peu aussi de ça. Mais voilà, c'est le numéro 1 incontestable, il a battu tout le monde ensuite en défendant le titre. Kawada, je crois, 2 fois, Taue, Kobashi, enfin bref, il a battu tous les autres. Derrière, on aura Kawada, Kobashi et Taue qui sont au même niveau. Difficile de dire lequel est le meilleur dans le groupe. Ils sont tous les trois en dessous de Misawa parce qu'ils ont perdu pour le titre, mais voilà. Et en dessous, on aura Fuchi Masanobu, Fuchi, et Jun Akiyama. Akiyama, c'est un jeune rookie de 92, donc il a que 1 an et demi dans les pattes, mais qui est déjà excellent et qui commence déjà à
titiller un peu le niveau qui est au-dessus, mais il n'y est pas. Et Foutis, lui, à l'inverse, c'est un vétéran, poids léger, qui était le bras droit de Jumbo Tsuruta à une époque, etc. C'est super vétéran, qui a une attitude un petit peu borderline par moment dans sa façon d'être le vétéran, mais qui est toujours solide, notamment dans les tag matchs. Parce qu'en one-on-one, il est un peu poids léger, donc il galère un petit peu. Il est jamais... Je crois pas qu'il y ait de match de Masanobu Fuchi pour le titre poids lourd. Je suis en train de réfléchir. Il a eu des matchs one-on-one avec des poids lourds, mais de match pour le titre ou quoi, de run vers le titre ou quoi, enfin ça n'existe pas. Donc c'est un bon homme de main, on va dire. C'est un lieutenant dans l'idée. Voilà. Alors je n'ai pas parlé des gaijin, mais il faut prendre cette hiérarchie. En gros, en dessous de Fuchi et Akiyama, tous les autres se valent un peu. On a des Satoru Asako, des Tsuyoshi Kikuchi, des Takao Mori, etc. Et donc, après, à partir de ça, on a un clan avec Misawa, Kobashi, Akiyama, Satoru Asako, Kikuchi, et un clan avec Kawada, Taue, Masanobu Fuchi, et par exemple Takao Mori pour faire des matchs à 4 ou d'autres matchs 2 contre 2 différents. Voilà un petit peu pour changer. Et donc ce que je disais par l'intérêt des dynamiques entre les personnages, c'est que si vous avez par exemple Misawa avec Satoru Asako, ça va être plus intéressant. Kobashi et Satoru Asako contre Kawada et Masanobu Fuchi. En gros, on se dit là il va y avoir un gros enjeu au niveau de entre Kobashi et Kawada. Forcément, qui va prendre le dessus? Kobashi va se dire, il faut que je fasse encore plus que d'habitude parce que mon partenaire, il est quand même moins fort que le partenaire de mon adversaire. Donc tu vas avoir ces trucs-là. Kawada, forcément, il va se retrouver contre Satoru Asako, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce branleur? Je veux le dégager. Donc il y a l'attitude que Kawada, dans leur hiérarchie entre les deux, et sa personnalité, ce que ça va provoquer. Asako, lui, même si c'est un jeune, qu'on s'en fout un peu, au final, lui, il va forcément vouloir un petit peu... montrer ce qu'il peut faire et aider au maximum Kobashi et le protéger aussi parce qu'il y a quand même des enjeux de potentielles blessures pour des matchs plus importants derrière, etc. Kobashi t'es champion par équipe avec Misawa, si tu peux blesser Kobashi dans l'optique du match pour le titre, tu vois, enfin, t'as des trucs comme ça aussi derrière, et donc ils jouent de tout ça constamment et ils sont à fond là-dedans. Tout à l'heure, quand je parlais de la New Japan, je parlais de Genichiro Tenorio qui fait ça. Alors lui, il vient de la All Japan, mais il a fait ça après dans d'autres compagnies, et tu sens vraiment ce truc de tout ce qui est à ma disposition en termes de situation, de où on en est dans nos carrières, qui on est, quelle personnalité on a, je vais m'en servir dans le match pour créer des moments dans le match qui sont forts à ce niveau-là. Donc ça, c'est la grosse force de la compagnie. Donc ils jouent avec ça, avec la hiérarchie, avec la personnalité. Et là où c'est génial, c'est qu'au niveau de la personnalité, et d'ailleurs je pourrais dire la même chose pour la hiérarchie, je trouve que tout se fait de façon hyper naturelle. T'as jamais ces personnages qui sont trop forcés, qui sont trop presque caricaturaux, où les mecs, tu voudrais qu'à chaque fois que tu les vois, n'en serait-ce qu'une minute, il faut que tu aies compris qui ils sont à 100%. Là, ça prend du temps, tu vois, de connaître les mecs, de les voir réagir. Il y a des gestes qui trahissent leur personnalité, tu vois, c'est plus subtil. Et du coup, ça fait très vrai. Moi, c'est vrai au point où je peux pas imaginer Misawa, par exemple, complètement différent dans la vie privée que ce qu'il montre à l'écran. Tu vois, donc si j'apprenais que Misawa, c'était un grand déconneur qui est hyper bavard et qui fait des blagues à bout de champ, à tout bout de champ on dit, je me dirais non, c'est pas possible, j'y crois pas, tu vois. C'est à ce point là en fait que je crois dans les personnages, ce qui est pas vrai par exemple pour la New Japan. Muto, je pense pas qu'il crache du poison vert dans sa vie privée, vous voyez, avec Great Muta. Enfin, Chono, quand il fait le Yakuza, tu sens qu'il est pas vraiment comme ça, enfin, même s'il le fait hyper bien. C'est plus des bons acteurs qui incarnent des personnages très hauts en couleur. Là, c'est des vraies personnes qui incarnent qui ils sont, mais en mode catch, en gros. C'est plus dans ce délire-là. Et du coup, ça rend ces histoires de jouer sur les personnalités vachement fortes. Parce que tu dis que c'est quand même une part de ce qu'ils sont vraiment, donc déjà ils le jouent bien et tout, c'est vraiment fort. Comme ça se fait subtilement, tu suspends vachement ton incrédulité à ce niveau-là, tu vois, tu y crois de façon très naturelle. Et même si le style ring n'est pas réaliste, t'imagines un peu que ça serait comme ça qu'ils se battraient au niveau de leur réelle personnalité, si c'était ça, se battre en fait. C'est bizarre ce que je dis, mais en gros c'est l'idée. Alors au niveau des personnalités, je vais pas faire tout le roster, mais on peut peut-être se faire les 4 plus gros. Donc Misawa, Kawada, Taue, Kobashi. Alors en gros, Misawa, la personnalité, c'est le grand seigneur, c'est le big boss, c'est le meilleur. Et il est très fier de ça, il est très ambitieux, tu vois, il veut faire ça. Mais tu sens qu'il y a une espèce de fardeau sur ses épaules, un peu de... C'est aussi un fardeau parce que je suis la cible de tout le monde, je suis ami de personne parce que finalement tout le monde veut ma place, etc. Il y a un peu ce truc comme ça aussi du fardeau d'être le meilleur, mais en même temps la fierté de l'être. C'est ça Misawa, tu vois.
Et dans le ring, il est très froid et technique. Ses émotions, elles transparaissent sur des petits gestes, c'est très subtil, mais quand tu vois derrière le masque, c'est très touchant du coup. C'est le super-héros et il a quasiment une aura godlike en 94, parce qu'il est champion depuis 1 an et demi et qu'il a battu Jumbo, il a soumis Jumbo dans un tag match. Voilà, c'est le meilleur, machin. Bon, bref. Derrière, vous avez Kawada. Kawada, en fait, pour le comprendre vis-à-vis de Misawa, il faut imaginer la relation de Vegeta avec Sangoku dans Dragon Ball. En gros, il était avec Misawa ils avaient une cause en commun qui était de déloger un petit peu Jumbo Tsuruta. Mais à partir du moment où ça a été fait, lui, il est quand même ambitieux de devenir numéro 1. Et si le numéro 1, c'est censé être son pote, ça ne sera pas son pote. En fait, c'est un solitaire et il roule pour lui. Mais pour autant, il va quand même s'associer avec Kara Taue parce que Taue, il est un peu comme lui, j'en parlerai après. Et c'est 2 loups solitaires ensemble qui s'associent parce que c'est bon pour eux, en fait. Mais Kawada, dans le fond, c'est quelqu'un de très fier où tu sens que dans ce qui lui fait prendre des décisions, la balance, elle penche clairement du côté de l'émotion plutôt que la raison. Si la raison devrait être qu'il est censé respecter Misawa et se dire putain, c'est beau ce qu'il fait et tout, il représente le Japon, j'en sais rien. Son émotion, c'est j'aimerais que ce soit moi et je vais y arriver, je vais le faire par tous les moyens, quitte à être un petit peu dirty sur les bords par moment, d'être un peu une pute par moment, j'en ai rien à foutre. Je veux que ce soit moi. C'est ça l'émotion qui prédomine et qui fait que je fais ce que je fais. Et dans les matchs, ce que je disais avec Satoru Asako tout à l'heure, ça va se retranscrire s'il y a un mec qui n'est pas censé le dominer, qui commence à l'emmerder, il va exploser sur lui et laisser sortir son émotion un peu rageuse, avec un côté hyper agressif. Tu sens quand il est en difficulté, il accepte pas ça par sa fierté. Voilà, on voit bien le truc Vegeta, et puis mine de rien, c'est le Japon, et Dragon Ball au Japon, voilà quoi. Donc, tu sens aussi cette inspiration-là de personnages comme ça qu'on retrouve dans beaucoup de mangas, en fait, ce anti-héros que finalement on aime presque plus que le héros. Parce que franchement, on fera un sondage, je pense que les gens préfèrent la personnalité de Vegeta que celle de Sangoku, c'est pareil. En général, on préfère Kawada quand on regarde dans le détail parce qu'il est croustillant de cette façon-là, c'est le mec un peu sombre. Son acolyte, c'est Akira Taue. Alors Taue, c'est le même registre, c'est-à-dire que si on voulait dire qu'il y a des face et des heals, il n'y en a pas vraiment, ça serait les heals, Taue et Kawada. C'est un loup solitaire aussi, mais lui c'est le Big Daddy Cool en fait. Lui, il a une grosse fierté, mais ce qui prédomine chez lui, c'est ce côté hyper calme. Par exemple, quand Kawada fait sa furie sur un jeune qui vient le faire chier, il fait le tag un peu en mode putain, vas-y, occupe-toi de ce connard. Taue, il rentre tranquille, quoi. Un peu genre, allez, ok. Tu vois, c'est un peu. Mais derrière, tu sens qu'il y a un gros esprit, c'est un mec, on sent que c'est un peu l'intello du groupe, le gros cerveau, toujours dans les matchs à chercher qu'est-ce qu'il pourrait faire pour essayer de prendre l'avantage. Un peu, il s'arrête devant rien, quoi. Un truc un peu, tu te dis ultra violent, il va y aller, quoi. Balancer le mec sur les tables, machin. Il y a ce truc un peu de vouloir faire le move violent, dans une approche un peu froide, parce qu'il est cool, donc du coup il fait très froid dans son côté, et puis par moments ça explose. Un peu en mode surprise, genre mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout, il s'énerve un peu. Mais il revient dans son mode cool très vite, quoi. C'est très particulier. Sa personnalité, elle est un peu plus dure à décrire, mais du coup, elle est assez intéressante parce que t'as jamais l'impression d'en avoir fait le tour, de bien l'avoir saisi. Mais en gros, c'est ça. Donc voilà. Donc vous imaginez ces gars-là, c'est trop cool, hein. Qu'est-ce qui serait bien de rajouter là-dedans ? De l'émotion, de la passion, on a Kobashi. Alors Kobashi, j'ai gardé le meilleur pour la fin à décrire parce qu'au niveau personnalité, c'est trop bien. C'est le samouraï japonais, quoi. Tu vois ? Le samouraï, il est régi par un code d'honneur, il y a beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté, mais dans le bon sens du terme, pas la fierté qui te fait péter un câble. Lui, c'est la fierté qui lui fait être dans le respect des traditions et de ce qu'on attend de moi à tel endroit, je dois être comme si, très droit, comme ça, dans la droiture japonaise, tu vois. Mais derrière, avec le feu absolu, tu vois. C'est vraiment la passion Kobashi. Dans l'idée, s'il voit un mec qui triche, il va lui faire un regard, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Je vais t'en mettre une, mon pote. Et son énergie se déverse sur le mec, tu vois. C'est vraiment ça. Et donc quand il est en difficulté et qu'il veut absolument triompher parce que c'est lui la droiture absolue et que ça doit triompher sur les écarts un peu tortueux d'un Kawada ou d'un Taue, il va les puiser au fond de lui, on ne sait pas quoi, et sortir avec le poing comme ça. Enfin, c'est ça Kobashi, c'est vraiment dans l'émotion, il est hyper expressif. Et c'est souvent le combattant que les gens préfèrent. C'est pas forcément mon cas, moi je suis plus Kawada perso. Enfin, j'adore Taue, j'adore Misawa, enfin de toute façon ils sont tous super et je pourrais continuer avec Akiyama et tout. D'ailleurs, si vous avez cette séquence où je décris les personnages, je pourrais le faire pour d'autres combattants parce que vraiment au Japon c'est quelque chose qui travaille beaucoup, même à la New Japan, mais moins.
Mais comme il joue beaucoup avec ça à la All Japan, comme j'expliquais, je trouve que c'est vraiment important d'avoir la hiérarchie et les personnages qui sont à ce moment-là en tout cas. Enfin ça, les personnalités, elles bougent pas beaucoup. En tout cas, quand ils ont atteint leur maturité. Alors après, qu'est-ce qui se passe en 94 ? Un petit peu, parce que mine de rien, là, ça fait 15 minutes et j'ai pas vraiment parlé de 94. En 94, de toute façon, à la All Japan, l'année commence avec le Carnival. Je vous ai fait la hiérarchie. En plus du fait que Misawa est champion poids lourd depuis 1 an et demi, il est aussi champion par équipe depuis un petit moment, en équipe avec Kenta Kobashi. Donc voilà, il a un peu tous les titres et tout. Et du coup, il arrive au Carnival, il fait 2 matchs ou 3 matchs, et il déclare forfait pour blessure. C'est un peu dans le sens cumul des dommages d'avoir été champion poids lourd depuis aussi longtemps, plus champion par équipe, machin, et d'avoir été un peu la cible de Kawada et Taue. Et du coup, il déclare forfait, ce qui laisse la place un peu libre pour les autres. Celui qui a un peu trusté les Carnivals depuis quelques années, c'est Stan Hansen, il va pas y arriver. Donc en finale, on retrouve Kawada, donc ça c'est logique, c'est un peu le numéro 2 derrière Misawa dans l'esprit quand même s'il est au même niveau que Kobashi et Taue dans la hiérarchie, je pense. Et c'est une petite surprise, on retrouve Steve Williams. Alors Steve Williams, c'est quand même un gars qui est là depuis pas mal d'années et qui fait mal. Si on l'avait mis dans la hiérarchie, je l'aurais mis au même niveau que Kobashi, Kawada, Taue. Ancien champion par équipe avec Terry Gordy, super équipe. Ancien super lutteur aussi de Mid-South, il était génial dans le Mid-South. Je vous mets une photo de lui au moins, ou quelques images si je peux, pour que vous voyez un peu. C'est un cube très puissant et tout, dans l'espèce d'énergie que tu peux pas comprimer, quoi. Il va falloir pour le battre envoyer du lourd. Et il va en finale, et il a fait un super tournoi, et donc une espèce de push pour Steve Williams. J'en parle parce que ça va être important quand je vais poser la hiérarchie de la fin de l'année, on va voir les différences. Et donc Kawada gagne le tournoi, et là donc énorme prestige pour Kawada, gros accomplissement, gagner le tournoi, c'est un championnat où il y a 10 combattants, tout le monde s'affronte pendant un mois. Si tu gagnes, tu as 2 points, si tu fais un nul, tu as 1 point, et si tu perds, tu as 0. Et on fait le compte des points à la fin. Celui qui est numéro 1, il a gagné. S'il y a une égalité à la fin, il y a une espèce de finale, donc c'est le cas, Kawada contre Steve Williams. Il y a même une année où il y a une égalité à 3, du coup, il faut un gauntlet triangle match, donc ça c'est cool. De se dire qu'il y a quand même un truc derrière, on ne sait pas trop comment ça va finir. Avec ce truc de tout le monde s'affronte, donc tu as des gros matchs, même entre alliés, tu peux avoir Akiyama contre Misawa, donc forcément, c'est un des meilleurs matchs de l'année d'ailleurs, tu as ce truc un petit peu, bon ok, t'es mon boss, mais là je suis censé essayer de gagner, j'ai de l'ambition quand même. Kobashi contre Misawa, c'est ça, Kobashi qui est très dans la droiture, et la droiture dans un match contre son pote, c'est de tout donner aussi, donc il va donner cette passion d'une autre façon aussi, voilà, les personnalités, elles existent dans tous les contextes. C'est pas forcément, faut que ça soit Kawada et Misawa ou je sais pas quoi. Il y a toujours en fait matière à, et c'est cette matière en fait, cette substance que la All Japan trouve. Donc Kawada gagne le tournoi, forcément il va affronter Misawa pour le titre. Et là on se dit, Misawa a pris forfait, il est champion pour 1 an et demi, même s'il a battu Kawada 2 fois, on sait que tôt ou tard il va perdre le titre. Et s'il doit perdre le titre, on se dit pourquoi pas Kawada. Et on se dit, là c'est le moment ou jamais. C'est Kawada, il est en pleine bourre, il vient de gagner le Carnival. Et Misawa, il a été forfait, blessure, peut-être que le temps le rattrape un petit peu. Et donc, les fans de Kawada devaient se dire, c'est maintenant ou jamais. Si Kawada doit un jour battre Misawa pour le titre, ça sera là. Ce match de 94. Et les fans de Misawa, ils se disent, attention, non, il va pas perdre contre Kawada, c'est pas possible et tout. Donc forcément, l'attente sur ce match, la tension sur ce match est bien supérieure à s'ils avaient fait juste Misawa-Kawada 3, sans qu'il y ait le Carnival, quoi. On imagine qu'il a déjà battu 2 fois. Donc, pour qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait ce contexte aussi. Et donc là, même dans l'attitude, et ce match, c'est un des matchs les plus cultes, donc c'est pour ça que je m'arrête dessus, c'est un des matchs les plus 5-starisés de l'histoire, je pense. Et même moi, je lui mets 5 stars, c'est un match génial parce que tu retrouves chez Kawada ce truc de c'est mon soir, c'est ce soir ou jamais, quoi. Parce que tu sais que c'est le contexte un peu. Il vient de gagner le Carnival, maintenant c'est moi le numéro 1, je l'ai déjà prouvé avec le Carnival et je vais le prouver là. Une bonne fois, tu vois. Ça doit arriver maintenant. Et tu sens Misawa qui est en mode défense et qui dit mais je suis le meilleur, je l'ai déjà battu 2 fois, il faut que je retombe dans les contextes de match où je l'ai battu, alors que Kawada lui il est dans une énergie d'émotion, d'essayer justement de créer le petit plus de tous les moyens possibles, on ne sait pas trop comment, quitte à donner une frappe en fermant le poing, ils sont encore dans ce truc où les frappes c'est main ouverte normalement en catch et ils en sont encore là, pareil pour les étranglements, tout ça, il y a quand même des règles qui sont encore respectées. Par contre, les coups de pied, normalement, c'est la semelle. Bon, là, coup de pied directement dans la face, il n'y a pas de problème. Bon, bref. Mais bon, c'est des parenthèses. Ce sont des parenthèses.
Et donc, ce match est génial parce qu'il y a tout ce contexte, tout ce truc d'émotion de Kawada, Misawa qui est plus dans le contrôle, etc., qui rappelle beaucoup les Jumbo contre Tenryu des années 80. C'est le même code, mais peut-être encore plus abouti, où ils décrochent jamais du fil rouge de leur match. Chaque situation entraîne la suivante, qui entraînera la suivante, etc. Et tu le sais, en fait, tu le sens. C'est très limpide, mais c'est hyper chargé de plein de choses. En plus, si tu as vu les combats précédents et que tu sais comment Misawa a battu Kawada, tu vois ce que Kawada a ajusté pour éviter ça. Enfin, c'est hyper bien. Et donc, Misawa gagne. Donc là, c'est une surprise dans une mesure parce que tu te disais c'est maintenant ou jamais pour Kawada et ça va bien lui arriver, c'est une immense star, il faut qu'il lui mette le titre. Eh ben non, il n'aura pas le titre. C'est Misawa. Misawa encore champion et tu te dis mais putain il va s'en aller sur un règne de combien d'années comme ça là. Pas possible. Eh bien Misawa il va perdre le titre finalement dans la défense de titre suivante contre Steve Williams, le final du Carnival, qui avait perdu contre Kawada dans ce match hyper important. Donc forcément, ce match entraîne Kawada-Steve Williams. Bon, je m'arrête quand même 2 secondes. Le match contre Misawa est un petit peu décevant. C'est un bon match, mais c'est pas une tuerie. C'est genre un 3-3 quarts. Pour eux, c'est pas ouf, on va dire. C'est ça qui est ouf, par contre. Mais c'est intéressant, c'est que Steve Williams gagne parce que c'est une espèce d'énergie débordante qui est incontrôlable. C'est dur à éteindre. Et donc Kawada va battre Steve Williams, lui. Genre, Kawada, il sait comment battre Steve Williams. Il a la clé. Il l'a battu dans les 2 matchs les plus importants de l'année, quasiment. La finale du Carnival et ce match-là pour le titre IWGP, non, Triple Crown. IWGP, c'est New Japan. J'en parle après. Donc Kawada ensuite bat Steve Williams et on se retrouve à la fin de l'année avec ce contexte génial où la hiérarchie, si je la refais, on a Kawada numéro 1, c'est lui le champion. Il a gagné le Carnival et le championnat dans la même année, donc attention. Donc numéro 1 évidemment. Mais Misawa est obligé d'être numéro 1 puisqu'il a déjà battu Kawada 3 fois, dont une fois cette année-là, dans un match qui était méga attendu, le match de l'année. Donc voilà, et il est toujours champion par équipe, Misawa, mine de rien. Donc il est numéro 1 encore. Et Steve Williams qui doit être numéro 1 si on y met Misawa, puisque Steve Williams a battu Misawa. Avec ce truc de Kawada, j'ai battu Steve Williams 2 fois, donc I've got his number, hein, je sais comment le battre. Misawa, j'ai battu Kawada 3 fois, dont une fois cette année, donc I've got his number, je sais comment le battre. Et Steve Williams qui dit c'est quand même moi qui ai battu Misawa, c'est quand même moi qui ai fait tomber Dieu. Donc c'est moi qui ai fait le truc le plus dur et j'aurais dû confirmer contre Kawada, c'est une erreur de parcours, je vais le faire. Tu vois, de ce truc. Et en plus c'est lui qui a le push en fait, c'est lui qui a été en mouvement dans l'année le plus dans la hiérarchie quoi. Donc momentum aussi un petit peu sur Steve Williams malgré la défaite. Donc contexte énorme avec derrière le truc de Taue et Kobashi derrière dans la hiérarchie. Qui sont un peu en mode on n'est pas les laisser pour compte, nous on va aller chercher aussi ce niveau-là, on va aussi monter le cap. Évidemment, c'est pas un spoiler, Kobashi Taue, à partir de 95, ça va être encore un truc au-dessus, surtout Taue. Donc j'en reparlerai en 95, pour l'année 95. Et puis derrière aussi, j'en ai pas parlé, mais Akiyama, à travers tous les matchs, clairement il a passé le cap de Fuchi, il est intercalé entre Fuchi et le groupe avec Kobashi, Taue, et puis probablement Stan Hansen. Il commence vraiment à titiller le truc là, à se détacher du reste. Et si tu as en gros Kobashi et Akiyama contre Taue et Fuchi, normalement Kobashi et Akiyama vont gagner parce qu'Akiyama va faire la diff quasiment au même niveau que Kobashi pourrait le faire. Voilà, donc on a eu du mouvement, année super cool, avec beaucoup de bons matchs. J'ai pas évoqué les très bons matchs par équipe, même si le meilleur est à venir. Kobashi et Misawa contre Kawada Taue, en fait c'est le top du top de la hiérarchie qui s'affrontent avec tout ce qu'il y a de personnalité et de... Enfin voilà, c'est génial à chaque fois. Leurs meilleurs matchs sont, et est surtout en 95, celui de juin 95 c'est une tuerie, mais ceux de cette année-là c'est quand même des 4,5 quoi. Donc c'est quand même, en plus je donne pas cette note-là très souvent, du hyper bon match. Donc super année de la All Japan, mais avec tout ce que je vous ai dit là, transition, et vous serez sur le cul, parce qu'avec la passion que je mets dans ce que je dis, mais j'ai préféré la New Japan Pro Wrestling en 94. Pourquoi ? Comme ça, je rentre dans le vif du sujet. Alors, beaucoup de gens, ils se diraient 94 New Japan Pro Wrestling, ouais, super Jacob. Et c'est vrai que le truc qui vient à l'esprit, c'est ça, parce que c'est le truc le plus historique qui se passe dans l'année. Mais personnellement, même si c'est super, et je vais en parler bien sûr, c'est historique, c'est important, c'est pas la raison principale, et les junior heavyweights sont pas forcément la raison principale pour laquelle j'aime la New Japan dans les années 90. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, ils disent ouais, la New Japan dans les années 90, c'est surtout les junior heavyweights. Jushin Liger, Chris Benoit, Dean Malenko, Eddie Guerrero... qu'est-ce qu'on a, Otani, Samurai, Kanemoto, etc. Enfin bon, bref. Le roster des junior heavyweight, il est délirant, t'as des guests, Sasuke, etc. Enfin, c'est vrai que ça, c'est clinquant.
on va dire. Mais moi, personnellement, c'est même pas pour ça, en fait. Moi, ce qui fait que j'adore la New Japan dans les années 90, et en 94, ça a atteint une espèce de panacée, avec 93, je pense que c'est peut-être leurs 2 meilleures années, c'est qu'il y a un star power de fou furieux, avec plein de mecs qui sont quand même chauds. Tu vois, ils sont pas des vieux qui font des apparitions, et c'est vrai que comme c'est des légendes, on les aime bien. C'est un peu le cas pour Inoki, mais quand même, les matchs d'Inoki sont quand même très intéressants. Mais Shoshu, immense star et légende, très populaire, il est encore bon. Il fait encore des bons matchs en one-on-one avec des matchs pour le titre et tout. Fujinami, il a gagné le G1 93, même si in-ring, je le trouve quand même moins bon, largement moins bon que ce qu'il a été dans les années 80, ça reste comme une légende. Star Power et tout, il peut faire des trucs cool. On a évidemment Hashimoto, qui est champion toute l'année, immense star. Muto, pareil. Shono, pareil. Aze, parce qu'on l'oublie, Hiro Aze, qui est le meilleur worker depuis le début de la décennie, je pense, en tout cas poids lourd, parce qu'il y a Jushin Liger, mais hyper bon. Et pas aussi gros star que les autres, mais gros star quand même. Finale du G1, les gens étaient pour lui, alors que c'était contre Fujinami en 93. Voilà, le mec qui a peut-être pas encore fait le plus de gros trucs en one-on-one, parce que Chono a gagné le G1, Muto a été champion de WGP, Hashimoto l'est. Donc c'est le seul un peu du groupe qui n'a pas eu ses accomplissements. Il a joué par équipe avec Sasaki, mais ça s'arrête là. Finale du G1, ceci dit. Mais voilà, c'est quand même aussi énorme. Et puis derrière, t'as en guest Genichiro Tenryu, puisqu'il y a une rivalité WAR contre New Japan, je vais en parler un petit peu. Donc godlike aussi dans le genre, ça se pose là. T'as Fujiwara, qui a accompagné son jeune protégé Yuki Ishikawa, qui, j'ai un peu bugué, donc Yuki Ishikawa, il n'y a pas 3 Ishi, Yuki Ishikawa qui sera une espèce de légende des indies du Japon dans les années 2000, avec ce qu'il va faire la Battle Arts, fin des années 90 et des années 2000, avec Ikeda. Donc c'est quand même un gars qui est intéressant de voir dans le rôle de jeune protégé, petit rookie comme ça, qui est avec son maître, le sensei Fujiwara, avec sa tête de vieux grincheux. C'est trop cool comme tandem. Voilà, vous avez des apparitions dans l'année de Hulk Hogan, de Rick Rude, de Sting, des Steiners, parce qu'il y a une collaboration avec WCW. Enfin bon, et puis j'ai pas parlé des junior heavyweight. Jushin Liger, c'est une star aussi. Great Sasuke aussi. Ultimo Dragon aussi. Chris Benoit, Eddie Guerrero en Black Tiger, Dean Malenko. Enfin, le star power du truc, que ce soit à l'époque ou rétrospectivement, c'est un délire. C'est ouf. Et puis voilà. Et puis en plus, t'as une variété de styles par là-dessus. Et une grosseur de roster, parce que là j'ai pas parlé de plein d'autres noms, on a du Nakanishi, on a du Kojima, on a pas de monde. Bon, j'ai un appel, on s'en fout. Bon bref, attendez, je vais éteindre quand même, hop là. Bon, on a quand même, je trouve, une base où tu dis si le produit est pas dégueu, ça peut que être mieux que la All Japan. Même si la All Japan ils sont dans un niveau de fou furieux, quand t'as tout ce monde là, si ton produit est pas dégueu, ça peut que être mieux. Et globalement, en fait, c'est ça le truc, c'est que la Japan, le produit, il n'est pas toujours si top. C'est pas, voilà. Mais en 92, 93, 94, 95, là par là, ils sont vraiment bien. Ils ont, je trouve, un mélange de leur style strong style. Donc le strong style, c'est en gros un catch où tu intègres beaucoup de techniques d'arts martiaux. Et ça se veut un peu plus legit que ce qu'on peut voir dans le catch américain à l'époque, ou même à la All Japan. Ou ce que font les junior heavyweight de la Michinoku Pro et même les junior heavyweight de la New Japan, parce que même s'ils utilisent le strong style, un peu moins quand même que Hashimoto ou Fujiwara, Inoki, Fujinami, etc. Après il y a Muto qui fait exception là-dedans quand même, j'en parlerai. Mais t'as un équilibre dans le côté fun de ce strong style, parce que des fois ça peut être un peu austère, ça peut être juste, tu vois des mouvements mais ça mène un peu nulle part, et un style plus entertainment avec du storytelling, de la mise en avant, de la personnalité des combattants et tout ça. Là ils sont bien à ce niveau-là. Et puis t'as une variété de styles, parce que forcément, tu as des gros strikers, tu as des mecs plus techniques, c'est très prononcé, vraiment, tu as les techniciens, les strikers. Fujinami, il va pas te striker la gueule, il va essayer de te faire des clés de bras et tout. Hashimoto, lui, c'est coups de pied dans ta tête, voilà. Donc t'as des différences de style dans la façon de combattre, dans le strong style. T'as des mecs qui sont un peu en dehors du strong style, comme Keiji Muto, qui est plus flamboyant, et qui est très dans le personnage, avec Rick Muta aussi, machin. T'as les junior heavyweight où il y en a qui sont high fly, c'est foufou, t'en as qui sont très teigneux, type Chris Benoit, t'as des techniciens aussi. Voilà, du coup c'est hyper fun parce que tous les match-up ont cette saveur au niveau de ce mélange de styles, moins que dans la personnalité des combattants qui en ont quand même. Mais c'est beaucoup moins utilisé en tout cas dans le match que la All Japan, et du coup les combattants ont moins du coup de personnalité. Pas tous. Hashimoto on a quand même beaucoup, Shoshu aussi, enfin voilà, Tenryu bien sûr. Mais c'est vrai que Fujinami, par exemple, ou même Muto, Chono à cette époque-là, alors il va se passer un truc en 94 de son côté qui va changer la donne, mais
ils sont un peu plus fades quand même que des Kobashi, Kawada, quoi. Faut pas déconner. Et c'est moins utilisé dans le match aussi. Ou Hiroazi, ou Sasaki. Je vais pas parler de Sasaki, en Star Power. Enfin, attendez, on peut continuer aussi, c'est ça qui est fou. Enfin bon, bref. Je m'excite pas plus. Attendez, je regarde mes notes parce que j'ai plein de trucs à vous dire sur 94 à la New Japan. Avant que je vous parle de ce qui s'est passé vraiment dans l'année, si je fais le déroulé de l'année un peu comme je l'ai fait pour All Japan. Alors ouais, tiens, je vais commencer avec la J-Cup, parce que c'est quand même un gros dossier de l'année. La J-Cup, c'est le rêve absolu du fan de catch type Junior Heavyweight au Japon en particulier. Parce qu'en fait, c'est un tournoi en une seule soirée qui regroupe le meilleur combattant, ou les 2-3 meilleurs à tout casser, de toutes les compagnies japonaises. Donc on a Frontier Martial Arts, Michinoku Pro, je sais plus ce qu'on a, peut-être bien Big Japan, je sais plus, enfin bref, bien sûr New Japan. On n'a pas All Japan, parce que bon, eux c'est un peu trop des rivaux quand même, donc faut pas déconner. Bon, sinon on aurait eu qui, de toute façon, Masamu Fuchi, pour le coup j'aurais été très curieux. T'imagines Masamu Fuchi dans le... Ça aurait été vachement bien en fait. Il aurait tellement fait contraste dans sa façon de procéder en tant que Junior Heavyweight que j'aurais été trop curieux de voir. Mais ça aurait pu être Yoshinari Ogawa, ceci dit aussi. Bref, mais il n'y a pas le Japan, mais il y a toutes les autres compagnies, et puis tu as des Américains. Donc tu as Dean Malenko, Chris Benoit et Eddie Guerrero en tant que Black Tiger. Donc, on a aussi des Mexicains, je crois. On a Negro Casas. Je sais plus qui est là dans le premier, parce que je confonds les J-Cup. On n'a pas Chris Jericho, c'est en 96. Mais voilà, on a du gros monde. On a Hayabusa de Frontier Martial Arts quand même. On a Ultimo Dragon. Ah, il est peut-être pas dans le tournoi cette année-là. Enfin bref, on a un parterre de combattants qui est absolument délirant. Alors, on va pas se prendre la tête. Et on a des combats qui répondent aux attentes. Alors, moi, c'est pas mon style préféré parce que comme les mecs peuvent faire du high fly et courir partout, bah, ils utilisent tellement ça pour t'en mettre plein les yeux que du coup, ils n'ont pas besoin de trop de prononcer le truc au niveau personnage et situation de match, selling et tout. Et moi, ça a tendance à moins me faire embarquer parce que j'ai besoin d'être vraiment impliqué dans le match à ce degré-là et pas juste de voir des moves. Ça m'a un peu... Je pense que mon année à regarder le Dragon Gate toute l'année en 2011 m'a un peu fait passer outre ce truc-là en fait. Je peux kiffer ça, mais ça me touche à un degré qui est beaucoup moins fort que vraiment quand ça touche à ce truc d'émotion et de situation de match hyper prenante. Quand je regarde ça comme je regarde un film, j'ai suspendu mon incrédulité, je suis... voilà, ça c'est vrai que c'est autre chose. Donc ils utilisent moins ça. Parfois certains le font un peu plus que d'autres, notamment je pense Eddie Guerrero est très très bon à l'époque là-dessus. Shinjiro Otani, même si à ce moment-là il n'est pas encore suffisamment fort pour être dans les gros matchs, il le fera très bien. Jushin Liger le fait globalement aussi très bien. Un des meilleurs sellings que j'ai vu de ma vie, c'est Jushin Liger en 89 contre Naoki Sano, le selling au bras. Un délire total. Si vous n'avez jamais vu ce match-là, je crois que ça s'affronte 2 fois dans l'année, donc il faut chercher le bon. Je peux vous redonner la date si vous le voulez, vous me demandez en commentaire. Je serai au taquet un petit peu et vous pouvez me contacter sur Discord. Je suis toujours hyper content de parler de catch avec quelqu'un. Ça sera peut-être pas toujours en live, ça sera peut-être un peu comme sur un forum, mais les réponses attendent quelques heures ou quelques jours, mais je serai toujours là. Vraiment, donc on peut en parler. Donc, si vous voulez des recommandations de match, le meilleur selling à la jambe, le meilleur selling au bras ou quoi. Meilleur selling au bras, Jushin Liger, donc, en 89 contre Naoki Sano. Voilà, donc ça reste quand même pas mauvais de ce côté-là, mais c'est vrai qu'une soirée entière sur ce registre, on sait qu'on va avoir quand même du spot fest, beaucoup de moves, et au bout d'un moment, c'est vrai que je suis pas non plus un fou furieux de cette soirée. Mais c'est une super soirée, et clairement, les gens qui aiment ce style, c'est considéré comme un des meilleurs shows de tous les temps. Donc je ne pouvais pas ne pas en parler. En plus, c'est historique. Ça a été créé par Jushin Liger principalement, enfin à son initiative. Ça a rempli une grosse salle avec juste des poids légers, donc ça a changé un peu la perception que les gens avaient des poids légers, où c'est devenu des stars quasiment dans une catégorie à part des poids lourds. Et je devrais pas dire ça parce qu'en 94, on a un match, si je me trompe pas d'année. Attendez, je vais vérifier parce que je dis pas de conneries. Hop. Oui. Le 24 février 94, on a un match entre le champion poids lourd Hashimoto et le champion poids léger Jushin Liger. Donc Liger fait un match poids lourd. Donc je dis qu'ils sont cloisonnés. En fait, pas vraiment. Ils peuvent faire des matchs avec les poids lourds aussi. Mais notamment dans les tag matchs, c'est rare en one-on-one comme ça. Mais ce match-là, en plus, il est génial. Je lui ai mis 4 étoiles. Donc Hashimoto de Jushin Liger, c'est un match énorme. En fait, c'est bizarre, mais ce match-là n'a pas le droit d'être culte. Tu dis Chono Muto G1 91, tout le monde connaît. Ah bah oui. Mais celui-là, il est mieux, probablement. Je pense que c'est un meilleur match. C'est deux stars, mais bizarrement, celui-là, il n'a pas le droit d'être une légende, tu vois. Bah, mais peut-être parce qu'il n'est pas en finale du G1 ou au Tokyo Dome. Mais c'est au Sumo Hall, c'est au Kokujikan, je crois, de mémoire. Et c'est un super match. Et si c'est pas au Kokujikan, c'est dans une grande salle, clairement. Il y a d'autres grosses salles, mais la New Japan, en gros, les 2 grosses salles pour eux, c'est Tokyo Dome et Kokujikan.
All Japan, ils vont pas au Tokyo Dome, ils vont au Budokan Hall. Mais s'ils avaient été au Tokyo Dome en 94, ils auraient fait au moins 60 000 spectateurs. La moyenne de New Japan, c'est entre 60 000 et 65 000. La All Japan va y aller en 98 pour le 25e anniversaire de la compagnie. Et ils vont y aller alors qu'ils sont sur un petit déclin. Voilà, c'est moins dans le buzz, on te sent dans l'ambiance, dans les salles, dans leurs shows par ailleurs. Et ils font quand même 55 000. Donc pour vous dire un petit peu, voilà, on croit que la All Japan c'est plus petit, c'est vrai que le roster est plus petit. Ils font beaucoup de petits shows parce qu'ils vont dans les zones rurales aussi, sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon, tout ça. Ils sont plus proches du peuple comme ça. New Japan, t'as beaucoup des mecs qui sont en chemise blanche, ils sortent à peine du boulot et ils vont se défouler en regardant du catch. Enfin, c'est une ambiance différente. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? J'ai complètement digressé. C'est que je sais plus. Je parlais de Hashimoto Liger. Je suis en train de regarder mon truc, mais bref. Mais voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas voilà le contexte dans lequel on se trouve. Alors, je vais parler de l'année 94. Je vais arrêter avec la G-Cup. À part le fait, pour vous dire que c'est Sasuke qui gagne, ce qui est génial d'ailleurs, parce que Sasuke c'est le boss de la compagnie de catch qui fait que des junior heavyweight. Il n'y a pas de combat de poids lourd, c'est la seule qui fait ça à l'époque. La Dragon Gate a fait ça ensuite aussi. C'est donc la Michinoku Pro. Et Sasuke c'est le boss et c'est le meilleur combattant de la compagnie. Donc le fait que lui gagne, ça donne de la légitimité à la compagnie qui fait que des junior heavyweight, donc ça donne de la légitimité encore plus aux junior heavyweight. Et ça sert donc même Jushin Liger qui de toute façon, même si la Michinoku Pro prendrait feu, admettons, tout le monde sait que c'est lui le meilleur junior heavyweight du monde. Enfin, il a été champion IWGP junior heavyweight hyper longtemps, c'est la star de la catégorie, c'est censé être l'homme à abattre en fait. C'est le Misawa des juniors si vous voulez. Voilà, parce qu'il n'y a pas ce truc de numéro 1 absolu de la hiérarchie à la New Japan, même si Hashimoto est champion. Alors tiens, dans ce qui se passe en 94, on peut peut-être parler d'Hashimoto. Hashimoto est champion, il a mis fin en 93 au règne immonde, parce que c'est franchement une purge, de Great Muta. Autant j'aime bien Keiji Muto, autant Great Muta à l'époque c'est vraiment relou. C'est très gimmické, c'est pas bon. Là par contre le règne d'Hashimoto c'est une tuerie. C'est un des meilleurs règnes, je pense, IWGP de tous les temps. Alors ne me dites pas Okada Tanahashi, je suis pas gros fan, je trouve que les matchs sont très très surcotés. Bon, bref, il y a des très bons matchs, ceci dans le lot, mais que ce soit les règnes de Tanahashi ou Okada, je pense qu'il y a moins de bons matchs que le règne d'Hashimoto de 94. Parce que là, si je reprends ma liste des meilleurs matchs, regardez un petit peu Hashimoto. Hashimoto contre Hiroase, 4,5. Hashimoto Tenryu, 4. Hashimoto Jishinager, 4. Hashimoto Kensuke, 4. Enfin, et je mets pas 4 étoiles comme ça en claquant des doigts. Moi, quand je mets 4 étoiles, c'est que c'est des matchs que j'ai vraiment, vraiment kiffé. C'est vraiment, voilà, alors, c'est des notes perso. Mais des notes que je me donne d'une certaine façon. Je suis pas en train de dire objectivement. Donc mes 4 à moi, je pense, valent souvent des 4 écarts, 4,5 pour pas mal d'autres mondes. Vraiment. J'ai tendance à être dans l'esprit plus sévère, mais c'est pour moi mes notes. Donc je suis sévère avec rien, en fait. C'est avec moi-même, à la limite. Ça n'a aucun sens. Donc bref. Mais voilà, le règne de Hashimoto, c'est une tuerie. Clairement, il n'y a pas à chercher. En plus, il est en feu au niveau popularité, c'est le combattant le plus populaire du roster, derrière Inoki quand même qui est demi-dieu, donc voilà. Mais il est plus en feu et plus over que Muto, Shoshu, tout ça. Vraiment, c'est très particulier. Donc ça, c'est un gros point de l'année. Et en plus, en étant champion, il croise Genichiro Tenryu, il y a un super match entre les deux, c'est énorme alchimie entre les deux de toute façon. Parce que Hashimoto, en fait, c'est le strong style dans sa plus pure expression, mais avec énormément de personnalité. Et Tenryu, c'est le King's Road, le style All Japan dans sa plus pure expression, avec énormément de personnalité aussi, mais avec Hashimoto qui va alimenter le côté strong style pour le style, et Tenryu qui va mettre le côté storytelling, les deux qui veulent tirer absolument sur la personnalité et tout ça. Enfin, je trouve que l'alchimie, en plus, c'est très contrasté, elle est parfaite. Donc ça marche super bien, et en fait, il va le croiser même dans des tag matchs avec les mecs de la WAR, donc ça, c'est un autre truc de l'année, je l'ai évoqué tout à l'heure, rivalité entre deux promotions, la WAR de Tenryu et la New Japan. Et dans ces matchs-là, tu as cette animosité spéciale de je représente ma compagnie et tout. Tenryu bat Inoki dans le premier show de l'année. Incroyable, personne bat Inoki normalement. Enfin, c'est un truc de fou ce match. En plus, ça se déroule d'une façon hyper chelou. Inoki triche en utilisant une technique d'étranglement qui n'est pas autorisée. Donc Tenryu essaye de sortir du match par une DQ en rajoutant des caisses, genre je peux pas continuer. Mais je perds parce qu'il a triché, donc j'ai gagné. Shoshu vient lui mettre des baffes pour lui dire non, tu vas faire le combat. Donc il fait le combat et il gagne. Enfin, c'est hallucinant. Le booking,
ruine Inoki. Je sais pas qui est responsable du booking ou comment Inoki a pu accepter ça. Mais ça met Tenryu un peu en mode, attention. Et il affronte Hashimoto pour le titre IWGP. Enfin, c'est ouf. Tu vois, donc il se passe des trucs aussi dans le storytelling. On parle pas trop de ce qui se passe, les storylines, mais il y a des trucs de fou, quoi. T'as toujours le clan dissident Heisei Shingen, donc Oshinaka, Kengo Kimura, Ohara, etc., qui est extraordinaire. Où quand tu rejoins le clan, tu dois tracer le crâne en hommage à Kuniaki Kobayashi qui a subi une chimiothérapie. Enfin, tu te dis, c'est spécial, tu vois, il y a une ambiance. Et puis c'est les dissidents, donc ils sont à la New Japan, mais ils aiment pas la New Japan. C'est un peu les rebelles de service, donc c'est un clan comme ça qui est mid-card, qui déclenche des choses dans les matchs. Et puis quand ils se retrouvent contre les gars de la WR, alors attention, on représente la New Japan, mais en fait non, mais on affronte les mecs qui sont encore pires que la New Japan, on veut les buter, enfin, t'as toujours des trucs comme ça, donc c'est hyper bien. Et puis alors t'as le G1, parce que bon, on a eu la J-Cup, on a eu le Battle of Super Junior, ou Top of Super Junior, je sais plus à quel moment ça change de nom, on a le règne d'Hashimoto, bref, on a du Star Power en veux-tu en voilà, et on a le G1, qui est quand même un tournoi génial, avec à l'époque la meilleure forme du G1, 2 poules de 6, le numéro 1 de chaque poule s'affronte en finale pour le vainqueur du G1. Pour moi, c'est la meilleure formule. Toutes les trucs de tournoi où les poules où ils sont 10 ou je sais pas quoi, ça dure 3 plombes, non, c'est pas cool. Parce que là, du coup, ça se tient en 5 soirées, puisque le dernier match de poule plus la finale ont eu lieu le même soir, il me semble. Toutes les soirées dans le Ryokokujikan, donc le Sumo Hall, la fameuse salle, où toutes les finales de G1 se tiennent. Je crois pas que... S'il y a eu une finale dans un dôme, le Nagoya Dome, ou je sais plus, Tanahashi, Shinsuke, mais toutes les autres finales de G1, je crois, dans toute l'histoire, encore aujourd'hui, j'ai pas regardé les dernières années, se sont tenues au Kokujikan. Donc c'est culte, c'est une salle, la salle mythique des combats de sumo, alors que le Budokan Hall de la All Japan, c'est la salle mythique du judo. Donc pour info aussi, pour placer le catch en perspective avec les arts martiaux à l'époque, parce que bon, quand même, mine de rien. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? À chaque fois je digresse, j'oublie ce que je veux dire, mais c'est ma passion qui déborde, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, le G1. Le G1, il est génial en 94. C'est mon G1 préféré. C'est pas forcément le G1 qui a plein de matchs à 4 étoiles dans tous les sens, mais tous les matchs sont bons. Je crois que le moins bon match, c'est un petit 3, tu vois. Il y a plein de matchs à 3,5. Et je trouve que le roster de participants est super cool. Parce que t'as attendez, je vais regarder le tableau pour vous voyez personne, je vais vous dire tous les participants avec 2-3 mots sur eux. Mais c'est trop bien. Voilà. Alors, dans la première poule, vous avez Yoshiaki Yatsu. Donc lui, c'est un ancien de la New Japan, qui est parti à la All Japan avec Riki Choshu, mais qui n'est pas revenu avec Choshu quand Choshu est revenu à New Japan. Et il est revenu que là, tout récemment, parce qu'il a été avec Tenryu à la WR, mais après il a fondé sa propre compagnie, qui est une toute petite compagnie, je suis même pas capable de vous dire son nom. Il rentre avec la musique de Retour vers le futur. Donc... parce que c'est le mec du passé qui revient, on ne sait pas d'où ça sort, et il est hyper bon. Parce que lui, pour le coup, il a vraiment le bon équilibre entre... Enfin, il penche plus du côté King's Road, côté style All Japan, avec ce côté personnage, et je fais attention à ce qu'il faut faire dans le match pour que ce soit bon, pour le dérouler, et le truc que le public va embarquer. Il est très très fort à ça, beaucoup d'expérience. Mais il vient du strong style à la base, avec une base de lutte, et donc il peut un peu suivre aussi de ce côté-là. Donc il est très très bon dans le tournoi, un des mecs les plus réguliers. Je vois ces notes de match que j'ai mis 3 écarts, 3,5, 3 écarts plus, 3,5, 3 écarts. Donc on est bien. Dans sa poule, vous avez Fujiwara, donc j'en parlais tout à l'heure. Non, j'en ai pas parlé de Fujiwara. Si, avec Yuki Ishikawa, si j'en ai parlé. Donc voilà, légende, hein, super cool. Vous avez Osamu Kido, qui est le technicien de service, qui était avec Fujiwara dans le dojo, c'est lui qui a formé les Keiji Muto, etc. Qui est parti à la UWF avec Fujiwara, et qui en gros est pas très très fort, mais à tout moment il peut sortir le Waiki Gatame. Donc c'est une clé de bras, vous avez le mec qui est sur le ventre et vous faites une clé de bras comme ça. Il peut le sortir dans toutes les positions et donc il peut gagner à tout moment avec ce move. Donc il est très cool pour ça. Keiji Muto, bon, on n'en parle pas. Masahiro Chono, qui a gagné 2 G1 sur 3 depuis tout le début, donc attention, apparemment il est fort en G1 le gars. Très très bon à l'époque, encore un peu dans son rôle de babyface, c'est pas encore le Chono noir et tout. Et Riki Choshu, la légende, mégastar, tout ce que tu veux, qui n'a pas encore gagné le G1 alors que c'est son invention et que Fujinami l'a gagné et que ça la fout mal que lui il n'ait pas gagné. Dans le pool, vous avez Iizuka. Lui, il a été invité par là, on ne sait pas comment. C'est le petit pousset de la compétition qui va perdre tous ses matchs, mais à chaque fois de façon hyper valeureuse, donc tous ses matchs sont hyper cool. Vous avez Koshinaka, le représentant du Heisei Shingen dont je parlais juste avant. Vous avez Hashimoto, le champion.
Vous avez Hiroase qui était en finale l'année précédente, mais qui n'avait pas pu gagner à cause d'une blessure à la jambe et tout. Donc grosse drama sur lui, et c'est le méritant de service qui n'a pas encore eu les honneurs qu'il mérite, et qui est super combattant. Vous avez Sasaki qui est Power Warrior, grosse brute, qui a été champion par équipe avec Hawk en faisant une espèce de tribute des Road Warriors, donc grosse brutasse. Et vous avez Fujinami, le tenant du titre, et super légende, le plus grand combattant des années 80 pour la New Japan, celui qui a eu le plus longtemps le titre IWGP, je pense, etc., etc. Voilà, tableau génial, tous les matchs sont au moins bons, vous avez quelques perles. Alors les perles, à voir à mon avis, il y a le Fujiwara Shoshu du tournoi qui est hyper cool. Vous avez de quel je voulais vous parler, Iizuka Hashimoto, donc c'est le petit poussé contre le champion, donc forcément le contraste est fort, et Iizuka fait une perf là-dedans qui est démentielle. Iizuka Ase, c'est hyper bien aussi d'ailleurs, en passant. Koshinaka Ase, improbable que ça soit aussi bien, vraiment, parce que Koshinaka c'est pas un si bon lutteur que ça, mais voilà. Et peut-être un autre, peut-être à la limite, ah oui si, le Sasaki Hashimoto. Ça s'avoine la gueule là-dedans, c'est génial. Alors d'ailleurs Sasaki non, il perd, il fait un draw, non, ça se finit en match nul. Il fait un draw contre Hashimoto, ce qui lui permet d'aller en finale. Parce qu'en gros, il devait gagner ou faire nul pour aller en finale. Il va en finale. Finale un peu décevante. C'est un des moins beaux matchs du tournoi, malheureusement. Victoire de Masahiro Chono. Chono. Alors, on se doute que Sasaki, il a pris tellement cher dans son match contre Hashimoto que peut-être ça l'a pénalisé contre Chono. Mais Chono, n'empêche, il gagne son 3e G1 en 4 éditions. Le mec, il a le... Je disais tout à l'heure que Misawa, il avait Kawada's number, etc. Chono, il a le G1's number. Il sait comment gagner un G1, le mec. 4 G1, il en a gagné 3. Et celui où il a été éliminé, c'est 93, il a été éliminé par Hashimoto, qui est le champion. Hein, donc ça va, t'as le droit aussi, hein, tu vois. Mais sinon, il gagnera. Et donc, il commence à se faire surnommer Mr. August, parce que le G1, ça se tient en août. Mais après le G1, il y a une pause. Dans le calendrier de la New Japan, ils font plus de show pendant, ou en tout cas, c'est pas télévisé, je sais pas, pendant un petit mois. Et donc Chono revient un mois plus tard. Et là, parce que quand je vous dis que l'année est chargée, il se passe plein de trucs, Chono revient avec complètement changé. Hyper arrogant d'avoir gagné le G1 et tout, tu sens que ça lui a fait monter, ça l'a fait monter la tête. Il vient en noir, avec une musique d'entrée qui est géniale, très métal symphonique, mais vraiment bien, parce que j'aime pas le métal symphonique, je pense, mais là, le mélange est cool et ça le fait bien. Avec ça clignote de partout, il a des lunettes de soleil. À la limite, s'il ne viendrait pas au ring en fumant un cigare comme Onita le faisait avec la Frontier Martial Arts. Enfin, grosse attitude un peu inspirée d'un Yakuza. Grosse pute dans le ring. Il s'associe à Super Strong Machine et Hiro Saito. Ils forment un clan, le Okami Gundan. Ça veut dire l'équipe des loups. Voilà. Et voilà. Et le Chono, tel qu'on l'imagine dans son inconscient, parce que c'est ce qu'il a été le plus long de sa carrière, arrive en 94, juste après le G1, dans un match contre Hiroase. En plus, Hiroase, le gros babyface, très gentil, souriant, fait coucou, il donne son t-shirt et tout, qui est un peu là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est très, très curieux comme match, c'est un bon match en plus, donc je vous peux le recommander, il est dans ma playlist. Je sais plus à quelle note je vais lui donner. Mais voilà, en gros, le Chono arrive, donc ça c'est, en plus de tout ce que j'ai raconté, Hashimoto, machin, le seul des gros noms qui n'a pas vraiment un truc croustillant dans l'année, c'est Keiji Muto. Il est un peu de côté, enfin il a quand même un match contre Hulk Hogan, je crois, à moins que ça soit en 93, ça. Ouais, c'était peut-être en 93. Enfin bon, il a des beaux matchs à faire quand même, mais c'est vrai qu'il est un peu mis de côté sur cette année-là. C'est pas une grosse année pour Keiji Muto. Dernier truc dont je voulais parler, quand même, c'est l'annonce de Antonio Inoki. Je sais plus à quel moment il le fait, c'est pour ça que je mets un peu de temps à dire ce que je veux dire. Il fait une annonce en fait à un moment donné dans un show, je crois que c'est au début de l'année. Je dirais février, mars, avril par là. C'est assez vague, mais je ne vais pas faire mieux. Mais enfin, au début de l'année, il annonce un truc très important en fait pour les Japonais à l'époque. Après, nous là comme ça, on s'en fout un peu, mais il annonce le countdown de la fin de sa carrière. Et je crois que l'idée, c'est qu'il refasse un combat pour chaque année de carrière en arrière, jusqu'à ce qu'il arrive au nombre de combats total et que ça soit sa retraite définitive. Et Inoki, c'est, je pense, je réfléchis, mais ouais, je peux dire ça. Je pense qu'Inoki, c'est la plus grande légende du catch japonais de tous les temps, parce que son influence, c'est le combattant le plus influent. J'ai fait une vidéo entière, c'est une des vidéos que je suis le plus content sur ma chaîne, donc allez la voir, le top 10 des catcheurs japonais les plus influents de l'histoire. Et j'ai mis lui en numéro 1, spoiler.
Donc c'est le plus influent de tous les temps, je pense, en termes de style, de ce qu'il a apporté dans le catch japonais, sa touche justement japonaise. Il a créé la New Japan, qui est la plus grosse compagnie de l'histoire du catch japonais, assez largement. Il a affronté Mohamed Ali dans un vrai combat. Enfin bon, bref, truc de fou. Et là, le fait qu'il annonce sa retraite, faut se dire qu'à ce stade, il est devenu quasiment comme Dieu. C'est un demi-dieu. Mais j'exagère pas, hein. Enfin, je suis pas croyant, hein, voilà. Mais il a une aura qui est très très particulière. Donc un mec comme ça déboule et dise ça va être le countdown jusqu'à ma disparition, en gros, je vais quitter le ring. C'était quelque chose d'énorme au Japon. Et donc il va faire des matchs où il est méga populaire, parce que non seulement c'est Inoki qui combat, donc ça fait un buzz à chaque fois, hein, mais je crois que ça a rajouté une couche. Donc même si ça, pour le coup, je pense que tout le monde s'en fout, rétrospectivement, c'est tellement important à l'époque qu'il fallait que j'en parle un petit peu aussi. Voilà. Alors j'ai pas trop détaillé les super matchs de l'année, je vais quand même aller jeter un œil s'il n'y a pas un match ou deux que j'ai complètement zappé et qui vaudrait vraiment le coup. Alors je sais qu'il y a beaucoup de très bons matchs de Jushin Liger, hein, il est en pleine bourse cette année-là. Les lutteurs de l'année, en gros, c'est Hashimoto le numéro 1, Jushin Liger numéro 2, et puis troisième, j'en sais rien. Je sais pas. Peu importe. Voilà. Vous comprenez ça. Et je voulais recommander un Jushin Liger Great Sasuke. Ah oui, voilà. Donc c'est le deuxième match de l'année pour moi, 4,5, qui est nettement meilleur que le match du G-Crown, de la J-Cup, pardon. Voilà. Et donc il a lieu en juillet, donc en fait un mois après la Super J-Cup, où, pour info, Liger a perdu en demi-finale contre Great Sasuke. Sasuke a gagné le tournoi, et donc il revient. C'est un de mes matchs de poids léger préférés de tous les temps, parce qu'en fait je sais pas si j'ai des 5 stars en poids léger, mais c'est vrai que la tendance à partir sur les high fly a tendance à faire dérégler un peu le storytelling, et le truc qui me tient le plus à cœur, j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc j'ai un peu tendance à un peu moins kiffer, donc mes notes plafonnent un peu. Mais là, c'est quand même un 4,5. Donc imaginez un petit peu le truc, c'est une tuerie. Donc ça, il fallait que j'en parle. Mais Jushin Liger, il a des bons matchs avec Grand Hamada, donc ça sort de nulle part. Avec Hashimoto, j'en avais parlé un petit peu. Avec Black Tiger, donc ça c'est Eddie Guerrero. Avec Great Sasuke, Samurai. Je regarde ma liste, voilà, c'est un truc de fou. Autre match aussi, je vais peut-être l'aborder, je vais finir avec ça, de Jushin Liger. Il a un super match avec Kensuke Sasaki contre les Steiners. Si vous aimez les Steiner Brothers des années 90, de ce que vous avez vu à la WWF ou à la WCW, c'est quand même plus probable que vous ayez vu ça. Moi, ce que je préfère des Steiners, c'est au Japon. Voilà. Donc les apparitions des Steiners au Japon, c'est toujours hyper bien. Parfois, c'est juste débile, je te fais des big moves dans tous les sens, mais ça reste fun. Parfois, c'est vraiment hyper bien. En plus, ils ont une musique d'entrée qui est un peu kitsch, mais que je trouve hyper bien. Ils arrivent là, ça fait le truc et tout, c'est vraiment, j'adore. Voilà. Et là, contre Sasaki et Liger, ils ont un bon gros 4 qui est meilleur que le match beaucoup plus connu des Steiners au Japon. C'est contre qui déjà? C'est contre Sasaki et Aze, ou Aze et Muto, je sais plus. Mais là, pour moi, ça c'est vraiment génial. Donc à voir absolument. Bon, plein d'autres matchs, de toute façon, regardez ma liste. Encore une fois, si vous voulez discuter de ces matchs, grand plaisir sur Discord, le Discord est en dessous. Si vous voulez vous procurer certains de ces matchs, gros plaisir aussi de les partager, je les ai. Après, cherchez par vous-même, ça m'arrange, mais n'hésitez pas, malgré tout. Et enfin, je finis juste là-dessus. Je compte revenir très bientôt avec d'autres vidéos, soit là-dessus, soit sur d'autres sujets. Vous connaissez mes sujets, en gros c'est les saisons, WWF dans les années 90, WCW dans les années 90, vous regardez où j'en suis. Donc en gros, prochaine ce sera 97 WWF et 96 WCW. 95 donc au Japon, d'autres trucs. N'hésitez pas à poser des questions, ça me pourra m'aiguiller sur peut-être m'arrêter un peu plus longtemps, comme je l'ai fait sur cette vidéo, sur des points qui me semblent peut-être un peu plus importants et que j'aurais pu oublier autrement. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis à bientôt. Bye.